Bonjour! Alors oui, on sait, ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti de vidéo, mais on va en parler à la fin de cet épisode parce qu'il est vraiment super important, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un truc super classe. Non mais, genre vraiment, hyper classe. Non mais, ok, c'est toujours classe qu'on fait, mais là c'est vraiment la classe quoi. Tu vas encore nous parler d'endosymbiose? Non, je vais parler d'un truc qui va changer des vies. Genre les anticorps thérapeutiques? Bah quoi? Bah rien, je m'attendais pas à ce type de proposition. Non mais je dis pas que des conneries, hein. Non, mais je... Bref, donc non, bien que ça mériterait aussi une vidéo, non, aujourd'hui on va parler de thérapie cellulaire, pour traiter des maladies génétiques ou dégénératives. Ah, mais c'est parce que c'est le Téléthon dans quelques jours en fait. Mais en fait, tu vas faire des interventions pertinentes à partir de maintenant ou comment ça se passe? Je fais toujours des interventions pertinentes, c'est juste toi qui as pas d'humour. Bon, ok, vas-y, générique. J'ai dit que c'était hyper classe. Il y a quelques semaines, j'ai pu rencontrer Christelle Monville, une chercheuse qui travaille dans le laboratoire ISTEM, qui fonctionne en majorité grâce aux dons du Téléthon. Avec plusieurs autres équipes de recherche, ils travaillent sur une nouvelle thérapie cellulaire qui vise à soigner des maladies qui affectent la vue, comme les rétinopathies pigmentaires ou la DMLA. Et c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Alors pour commencer, une rétinite pigmentaire, c'est un trouble de la vision qui touche environ 30 000 personnes en France. C'est assez rare donc. Alors que la DMLA, ça en touche près d'1,5 million. Une personne sur 4 à 65 ans et une personne sur 2 à 90 ans. Le point commun entre ces deux maladies, c'est le type de cellule qui bug et qui fait qu'on perd la vue. Vous allez voir. Oui, bon bah écoute, ça va, je fais ce que je peux. Ça, c'est un œil. Au fond de l'œil, il y a des cellules qu'on appelle les photorécepteurs. Elles réceptionnent la lumière comme un message. Elles transforment ce message en signal électrique qu'elles transmettent aux neurones et aux cellules ganglionnaires dont les axones vont jusqu'au cerveau. Et le cerveau prend tous les messages reçus et à partir de ça, comprend l'image qu'on voit. Pour faire ça, les photorécepteurs, ça bosse quand même beaucoup. Pour reprendre les mots de Christelle Monville, un photorécepteur, c'est un peu comme un empilement de disques, comme un jukebox. Quand la cellule fonctionne, c'est comme si on prenait un disque, il se détache, et qu'il y en avait un nouveau. Mais tous ces disques qui se détachent, on peut pas juste les laisser traîner là dans l'œil. Il y a donc des cellules épithéliales qui nettoient autour des photorécepteurs, et qui leur fournissent des éléments dont ils ont besoin pour fonctionner. C'est un peu leurs assistants quoi. Mais si ces cellules épithéliales ne vont pas bien, à cause d'une mutation due à une maladie génétique par exemple, ou parce qu'elles meurent, comme c'est le cas dans la DMLA, eh bien les photorécepteurs vont mourir aussi, et ça peut causer un trouble visuel. Heureusement, on peut corriger le tir avec la thérapie cellulaire! Thérapie cellulaire, c'est-à-dire qu'on peut remplacer les cellules qui ne fonctionnent plus par des cellules qui vont bien. Et où on les trouve? On peut utiliser des cellules souches embryonnaires, des cellules qu'on trouve dans un embryon. Allez, petite revue rapide du développement embryonnaire. Du développement embryonnaire. J'espère que je ne vous apprends rien quand je vous dis que pour créer un nouvel être humain, il faut un spermatozoïde et un ovocyte. Et quand ils fusionnent, ça fait un embryon. Et si je vous apprends rien, sachez qu'au moins ça aura servi à rendre Émile content. Parce que vous le voyez pas là, mais il est content. Donc au départ, l'embryon ce n'est qu'une seule cellule. Et à partir de cette cellule, on va arriver à un être humain complet. Donc il y a évidemment plein d'étapes avec de plus en plus de cellules. Au début, il n'y a que quelques cellules qui n'appartiennent pas encore à un organe. Toutes les portes leur sont ouvertes, elles peuvent se transformer en n'importe quelle cellule du corps. Ce sont des cellules totipotentes. Je suis parfaitement capable de réaliser tout ce que tu décideras. Et au fur et à mesure qu'elles se divisent, elles vont s'orienter vers un type cellulaire précis. Par contre, si on prend les cellules totipotentes, qui peuvent encore s'orienter vers tous les types de cellules, on peut potentiellement obtenir la cellule dont on a besoin pour traiter un patient. En plus, ces cellules embryonnaires ont un autre avantage pour la recherche, elles peuvent se diviser à l'infini, donc pas de problème de stock. Bref, on peut utiliser les cellules souches embryonnaires humaines. Oui, des cellules embryonnaires humaines. Concrètement, quand un couple réalise une fécondation in vitro, ils vont avoir plusieurs embryons fécondés en laboratoire. Mais on va pas implanter Watt 1000 embryons dans l'utérus de la mère. Donc les parents vont avoir le choix de donner ces embryons surnuméraires à la recherche plutôt que de les détruire. Alors bien sûr, tout ça c'est très encadré par l'Agence de la biomédecine, mais on vous a mis plusieurs liens à ce propos dans la description, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et laissez vos commentaires de trolls dans leur section commentaires à eux. Oui. Parce que moi je les lis tous les commentaires et des fois ça me brise mon petit cœur. En pratique, on laisse ces cellules se multiplier indéfiniment en laboratoire.
Si on les met dans un milieu comparable à celui qui les entoure au début du développement de l'embryon, bah en gros elles ne se différencient pas, elles restent des cellules souches. Mais si on les met dans un milieu qui ne les bloque pas à ce stade, elles vont spontanément commencer à se différencier en cellules de l'intestin, de la peau, du poumon ou de l'œil. Donc, dans notre culture de toutes sortes de cellules du corps humain, il y aura entre autres des cellules épithéliales rétiniennes. Et ces cellules ont une particularité, c'est qu'elles sont noires. Vous les voyez là au fond de la pupille, non? C'est noir. Et du coup, on peut les repérer dans la boîte de pétri, les prendre et les mettre en culture toutes seules pour les laisser se multiplier jusqu'à ce que ça refasse un mur comme au fond de notre œil. Et ce mur, enfin cet épithélium, les chercheurs arrivent à le protéger avec de la gélatine et à le découper comme ils veulent. Bon alors la vidéo là c'est pour vous montrer, en vrai ce sera évidemment plus précis que ça, mais ensuite ils peuvent l'injecter avec une seringue à la place de l'épithélium qui ne fonctionne plus. Et hop, les photorécepteurs ont leurs assistants et on ne devient pas aveugle. C'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle. Et normalement, début 2018, ça va entrer en essai thérapeutique. C'est-à-dire que l'équipe va collaborer avec l'Institut de la Vision pour tester cette thérapie sur de vrais patients. 12 pour être précis. C'est classe ou c'est pas classe? Ou c'est classe? Class, man. Top of the pop. Donc cette thérapie à la base, elle a été imaginée pour des rétinites pigmentaires, des maladies relativement rares donc, logique quand on pense que c'est financé par le Téléthon. Mais au final, elle va pouvoir aider des dizaines de milliers de personnes atteintes de DMLA. Ce raisonnement est également appliqué pour d'autres maladies, cardiaques ou musculaires par exemple. On vous a mis en description des exemples de thérapies cellulaires qui sont déjà utilisées chez l'homme. Pour suivre l'actualité scientifique de cet essai, n'hésitez pas à suivre la description où on ajoutera la publication quand elle sera en ligne. Et puis supportez le Téléthon bien sûr. D'ailleurs je précise qu'on n'est pas payé pour faire cette vidéo, on l'a écrite nous-mêmes, mais je remercie quand même grandement Christelle Monville de m'avoir accueilli dans son laboratoire et de m'avoir présenté ses travaux. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne, et à la nôtre aussi, et clap de fin. Et maintenant c'est le moment où on explique assez mal pourquoi on a mis autant de temps à refaire des vidéos. Alors comme vous le savez, le youtubage c'est pas notre métier principal, on a tous des boulots à côté, pour certains même plusieurs, qui nous laissent pas forcément la place d'écrire et de monter des vidéos, mais bon, ça on s'en fout parce que vous le saviez déjà. Non mais en plus on a un autre projet à côté qui nous prend pas mal de temps, et dont un, je ne peux pas vous parler, et deux, que peut-être vous ne verrez jamais, donc on est content. Mais bon, on va essayer de faire plus de vidéos, c'est promis. Bon, tu reviens là? Allez, c'est bon, j'ai fait un test sur un épisode, ça plaît pas, je ferai des blagues la prochaine fois. Ça va? Ohé!